À tous, donc comme le disait Nicolas, Pascal de Grelan, je suis chargée de mission sur les coopérations entre les établissements de santé publics et privés de Nouvelle-Calédonie, et je vais vous parler du comment et du pourquoi cette filière a été structurée et organisée. Et ensuite, Jean-Paul Tirant nous parlera effectivement des constats qui ont été faits autour de cette filière. Et ensuite, tous les acteurs concernés des 4 établissements viendront sur scène pour répondre à vos questions. Alors, pour commencer, je ne pouvais pas m'empêcher de présenter cette diapositive parce qu'il faut rappeler que ce projet est un projet collectif, effectivement, auquel ont été associés les acteurs du CSSR, mais aussi les acteurs des 3 provinces de Nouvelle-Calédonie, ainsi bien sûr que les experts de DOCAMO, de l'Agence sanitaire et sociale, de la Direction des affaires sanitaires et sociales et bien sûr de la CAFAT. Alors, la mission coopération a fait l'objet d'une convention, d'une première convention quadripartite entre les 4 établissements de santé du territoire, donc CHT, CHN, CHS et la clinique Windomania. Alors, pourquoi la filière cardio-neurovasculaire ? La réponse est extrêmement simple. 43% des longues maladies en Nouvelle-Calédonie sont liées à donc, ces maladies cardio-neurovasculaires, c'est-à-dire accidents vasculaires cérébraux et syndrome coronarien aigu. Et depuis plus de 20 ans, on observe un triplement de ces 2 pathologies sur le territoire. Alors, la stratégie utilisée pour la filière, c'est très simple. L'objectif, c'est effectivement d'augmenter les chances pour l'ensemble des patients du territoire. Et le moyen que nous avons utilisé pour ça, c'est effectivement la coordination des professionnels de santé entre tous les acteurs de santé du territoire. Alors, effectivement, cette stratégie... Pourquoi ce choix de travailler sur la coordination des acteurs ? Donc, les clés de la réussite sont assez simples. Dans une enquête que nous avons réalisée auprès de 159 professionnels de santé des établissements de santé du territoire, effectivement, les clés du succès pour organiser la filière sont simples, se rencontrer, se connaître, se faire confiance, communiquer. Ce sont les facteurs humains qui sont les clés du succès de la coordination et les clés du succès d'une structuration entre professionnels de santé sur le territoire. La même question a été posée aux professionnels de santé des établissements médico-sociaux et professionnels libéraux, médecins libéraux. Et la réponse est la même. Mieux se coordonner entre la ville et l'hôpital, améliorer effectivement les outils de la communication pour mieux soigner les patients. Telle est la réponse pour effectivement structurer une filière de soins. Donc, pour donner le maximum de chance aux patients, effectivement, il est important et indispensable d'organiser cette concertation et cette coordination entre acteurs de santé du territoire et mettre en œuvre précisément des outils qui vont faciliter cette concertation et cette coordination. Alors, la méthodologie que nous avons utilisée est effectivement très simple. Première phase, une phase de diagnostic. Nous avons travaillé sur l'épidémiologie territoriale des maladies cardio-neurovasculaires. Et ensuite, deuxième phase, diagnostic par établissement au sein des 4 établissements de santé. Donc, première phase du diagnostic au sein de l'établissement. Effectivement, chaque établissement a travaillé sur un constat des problématiques rencontrées dans la prise en charge de ces pathologies, en amont de l'hospitalisation, pendant l'hospitalisation et en aval de l'hospitalisation. Après, les établissements ont proposé des actions qui effectivement répondent à ces problématiques et défini des objectifs attendus pour la filière. Donc chacun des 4 établissements s'est rencontré pour l'étape numéro 3 où on a effectivement présenté ces diagnostics et partagé des diagnostics ensemble pour valider des objectifs communs qui ont été retenus pour la filière, mais également pour identifier des actions à la fois collectives et individuelles qui sont à mettre en place et qui ont déjà commencé pour certaines d'entre elles. Phase suivante, phase des réalisations concrètes. Effectivement, on a aujourd'hui travaillé sur, et je vous encourage d'ailleurs à aller consulter les 3 posters que nous avons présentés, qui sont effectivement le résultat des enseignements que nous avons tirés de ces différentes consultations auprès des acteurs de santé du territoire. Après la phase de concertation, nous sommes en train de rédiger un projet médical partagé, une feuille de route, on va dire, pour la structuration de cette filière. Et étape suivante, nous signerons un pacte pour un engagement
pour effectivement une amélioration continue et territoriale de ces maladies cardio-neurovasculaires sur le territoire. Pour finir, si je veux là, j'y arrive. Excusez-moi, hop. Pour finir, donc dans cette diapositive, brièvement sont présentées à la fois les actions en cours et les actions effectivement à mettre en œuvre pour structurer cette filière de soins. Vous verrez que, et vous pouvez le constater, toutes les propositions qui sont faites ici sont extrêmement concrètes. Proposition de mettre en place, comme je vous le disais, un projet médical partagé. Proposition, c'est plus qu'une proposition, puisque nous avons réalisé des protocoles territoriaux qui sont aujourd'hui validés par les établissements et en cours de relecture au sein de tous les centres médico-sociaux du territoire. Proposition de mise en place d'indicateurs de suivi de la filière qui vont effectivement être travaillés par le groupe de travail sur l'épidémiologie territoriale. Et puis aussi, travail au sein du CHT d'un recueil des facteurs de risque cardio-neurovasculaires qui a vocation à être décliné sur tout le territoire pour pouvoir aider effectivement au repérage des patients fragiles dans la filière. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, moi j'ai parlé du comment et du pourquoi de cette filière, mais le cœur de ce projet, ne pas oublier, ce sont les patients eux-mêmes. C'est pourquoi je laisse la parole à Jean-Paul Tirant, qui est donc chef de service des urgences et du SMUR du CHN, et qui lui va vous parler des constats justement précisément faits sur cette filière en Nouvelle-Calédonie. Bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un honneur de présenter au nom de tout le groupe qui s'est impliqué et qui a travaillé dans cette filière le résultat de nos travaux, constatations et réflexions pour ce qui concerne la prise en charge et le suivi de deux pathologies essentielles que sont les accidents vasculaires cérébraux et les syndromes coronariens aigus. On a essayé de considérer la prise en charge de ces deux pathologies de façon globale, avec comme pivot le traitement en aigu, c'est-à-dire la fibrinolyse, la coronarographie ou la surveillance, et donc tout ce qui se passe en amont, la prévention, le déclenchement de l'alerte par les témoins ou la victime, l'appel au centre 15, les délais de transport et acteurs professionnels, médecins généralistes ou de CMS. Et en aval, l'hospitalisation, la rééducation en structure ou la prise en charge par les paramédicaux en extra-hospitalier et de nouveau mes confrères généralistes et ensuite tous les problèmes sociaux. Et tout cela en mettant au centre de nos réflexions et de notre préoccupation le malade, son état de santé et la façon de mettre de son côté un maximum de chance, ce qui permet également de réduire le coût supporté par la collectivité. La filière commence donc par la prévention fondamentale, qui seule permettra la réduction de ces accidents, AVC ou SCA, sans parler de toutes les autres pathologies, sachant que les diabétiques hypertendus et patients en surcharge sont des candidats en puissance à ces pathologies. Cette prévention, portée par les patients eux-mêmes, doit se faire de manière globale, et plus particulièrement auprès des enfants en leur expliquant les raisons des bienfaits de quelques règles hygiéno-diététiques afin de réduire le nombre des candidats à ces pathologies dans 25 ans, mais également auprès des femmes qui savent être un vecteur de bonne conduite et de bonnes pratiques pour l'ensemble de la population. Vient ensuite le grand problème du délai entre le début des signes, douleurs thoraciques pour les SCA et déficit neurologique pour les AVC, et la prise en charge par un professionnel spécialisé. Il faut tout mettre en œuvre pour réduire ces délais, et ceci par deux actions primordiales. La reconnaissance des premiers signes laissant penser à un témoin ou à un patient que ce dernier présente un SCA ou un AVC. Et ensuite, le réflexe d'appeler alors le 15 afin d'avoir un déclenchement de la chaîne de secours permettant d'optimiser le délai entre le début des signes et la prise en charge en milieu spécialisé. Nous pensons que ceci ne peut être effectué que par une campagne massive à l'échelle du territoire afin d'apprendre à la population à reconnaître le début des signes et à composer le 15. Ensuite, dès que le 15 est contacté, il faut également avoir une fluidité afin de réduire le temps parasite délétère autour du temps de transport incompressible. Ici, la problématique n'est pas la même pour le Grand Nouméa, qui est à moins d'une heure de transport du Médipôle, que pour le reste de la Nouvelle-Calédonie, avec pour exemple Ouégoua ou Puebo, qui sont à 2h30 ou 3h du PSN de Koné. Pour mémoire, ces délais sont de 90 minutes pour la coronarographie de reperméabilisation, de 6 heures pour la fibrinolyse pour les SCA et de 4h30 pour celles des AVC ischémiques. Il faut donc adresser le patient le plus rapidement possible dans un établissement receveur et effecteur de reperméabilisation et prévenir cet établissement afin d'optimiser une prise en charge la plus rapide possible pour cet acte en passant par l'imagerie pour les AVC. Cette fluidité passe par une communication optimale
entre les professionnels de santé, des médecins de CMS ou libéraux, en passant par les régulatrices et régulateurs du SAMU, pour une finalité avec les urgentistes, cardiologues et neurologues. C'est le « time is brain and time is muscle » des anglo-saxons. La coronarographie et la fibrinolyse ne sont pas paradoxalement les étapes les plus compliquées qui jonchent cette filière. En effet, une fois le diagnostic posé et dans le cas où les délais ne sont pas dépassés, il reste aux spécialistes d'effectuer leurs actes techniques. Ensuite vient le temps de l'hospitalisation et de la rééducation. Après une hospitalisation au CHT en service de soins intensifs et en service de cardiologie ou de neurologie, les patients quittent le Medipôle avec comme destination plusieurs possibilités dépendantes de la pathologie, de l'état de récupération en post-critique et des places de structure d'aval. Pour ce qui concerne les AVC, la prise en charge suite à l'hospitalisation en neurologie se fait dans plusieurs établissements ou à domicile. Il y a sur le territoire 3 établissements hospitaliers principaux qui se trouvent au CSSR de Coutiot, au CHS de Nouville et à l'hôpital de Poindimier, et qui accueillent environ la moitié des patients post-AVC dont le nombre de jours moyens d'hospitalisation est de 117, ce qui est plus élevé qu'en métropole. Pour ce qui concerne la réadaptation post-SCA, le constat est simple. Il n'y a pas de structure proposant ce type de prise en charge en Nouvelle-Calédonie, et donc les patients sont adressés, pour certains habitant le Nord, au CHN, PSN de Koné, hôpital de Koumak ou de Poindimier, ou principalement renvoyés à leur domicile avec un suivi par les cardiologues et médecins généralistes libéraux. Beaucoup de patients regagnent leur domicile dès la sortie de leur hospitalisation aiguë, cardiologique ou neurologique, soit quasiment 100% des syndromes coronariens aigus et la moitié des AVC. Là se pose la prise en charge par les médecins libéraux et des CMS qui n'ont pas forcément tous les outils afin d'assumer leur rôle délicat et précieux, chronophage et des fois pénible, source de fierté mais aussi de découragement. Les solutions évoquées par Mme Grélan suite au sondage auprès des médecins peuvent améliorer cette prise en charge dès leur éventuelle mise en œuvre. L'étude de cette filière cardio-neurovasculaire nous a permis de mettre en commun des points de vue et des réflexions que nous avions individuellement sans savoir ni connaître ceux des autres. Elle nous a permis de nous rendre compte qu'un certain nombre de patients pourraient ne plus faire partie de cette filière. Il y a une impérative nécessité de coordonner les efforts de tous, ASS, CAFAT, DAS, professionnels médicaux, paramédicaux, spécialistes et population, afin de réduire le nombre de patients entrant dans cette filière et de mieux prendre en charge ceux qui y sont afin d'éviter les séquelles. Et ce, par le biais de 2 leviers essentiels dans toute société ou population, l'éducation et la communication. L'éducation peut être de 2 ordres, collective et en amont des pathologies rencontrées pour éviter les conduites à risque et connaître les signes cliniques simples, permettant l'alerte par l'intermédiaire du centre 15 et la réduction des délais impératifs à une prise en charge optimale de l'accident. Information dans les établissements scolaires avec les parents, enfants, éducateurs ou enseignants. Information au sein des groupes et de la population en général, pour laquelle l'ASS, la DAS et la CAFAT sont indispensables. Mais aussi éducation individuelle, directement aux patients, en aval de ces mêmes accidents, par l'intermédiaire des professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux, en milieu hospitalier ou non, nécessitant la création de moyens et de supports, et la participation de patients dits experts, ayant vécu un épisode de pathologie vasculaire et accompagnant d'autres victimes de SCA ou d'AVC. La communication, enfin, entre professionnels de santé permettra également de fluidifier la filière. Communication entre médecins libéraux ou de CMS et le centre 15, entre les régulateurs et les médecins spécialistes hospitaliers, entre ces derniers et les médecins d'aval, libéraux, gériatres, rééducateurs ou de CMS, et enfin entre tous ces médecins et le malade. Je suis honoré d'avoir pu participer à ce groupe qui a mis au centre du problème le malade, sa pathologie, sa prise en charge, et qui a essayé de trouver des solutions afin d'améliorer sa qualité de vie dans la durée. Le constat est que l'ensemble de la filière fonctionne, mais il y a des efforts à faire afin de l'optimiser. Une centralisation des actions à mettre en œuvre, leur application et leurs résultats est indispensable avec une personne référente qui sera le relais de toute la filière et permettra une meilleure coopération entre les professionnels de celle-ci. S'il y a un vœu à formuler, ce serait que ces pathologies disparaissent ou presque par notre action collective avant l'accident aigu. Il faut donc penser une offre de soins digne d'une santé bien comprise, permettant un suivi accompagnement indispensable au dépistage et à la prévention, ce qui permettra à terme une sortie de la filière, une prise en charge dans les délais et donc un nombre de lits d'aval probablement suffisant. En résumé, un retour sur investissement plus que rentable pour tout le monde. Voltaire a dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Pour cette filière, nous allons faire en sorte de les rendre amis et de mieux faire pour bien faire. Voilà.